Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Ce soir, on va parler de résistance et de lutte contre l'extrême droite. Le 8 mai, on commémorait la victoire contre l'Allemagne nazie, une date symbolique dans la lutte contre l'extrême droite qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui est toujours fériée en France. Mais en Belgique, elle ne l'est plus depuis de nombreuses années et une série de syndicats, d'organisations et de personnalités issues de la société civile, des milieux culturels et académiques veulent refaire du 8 mai un jour férié. Objectif, se souvenir et mettre en garde pour que les jeunes et les moins jeunes n'oublient pas jusqu'où la haine peut mener. En fin d'émission, on donnera la parole à deux membres de cette coalition 8 mai. Simon Gronowski, rescapé de la Shoah, et pour le Centre d'action laïque, Thomas Gillet, président. Mais avant ça, je vous propose de réécouter l'entretien que Salomé Saké nous avait accordé il y a quelques mois autour de son livre « Résister », publié chez Payot. Journaliste à Blast, elle décrypte dans son livre la progression des discours d'extrême droite et elle nous donne des moyens de résister. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Salomé Saké, la question peut paraître un peu basique, mais j'avais l'impression que c'était important de rappeler les bases peut-être au début de cet entretien. Pourquoi l'extrême droite n'est-elle pas un courant politique comme les autres ? L'extrême droite n'est pas un courant politique comme les autres parce qu'il s'inscrit en faux avec la démocratie, avec les principes républicains qu'on peut avoir en France. Notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. De manière générale, l'extrême droite est un danger majeur pour la démocratie et pour les droits humains. On peut avoir beaucoup de désaccords politiques sur vraiment à peu près tout, mais généralement, on était quand même d'accord dans les démocraties récentes sur le fait que la démocratie est le meilleur modèle, qui doit bien sûr être consolidé, bien sûr qui doit être amélioré, mais qui est un modèle souhaitable. Et on était d'accord sur le fait que les droits humains, même s'ils n'ont jamais été totalement respectés nulle part, étaient une boussole. C'était souhaitable que de respecter les droits humains. L'extrême droite met ces deux grandes fondations en danger. Et c'est pour ça qu'on doit, à mes yeux, conserver des sociétés où on doit pouvoir continuer à avoir évidemment énormément de désaccords, mais où on doit rester dans le cadre démocratique. Et aujourd'hui, ce que fait l'extrême droite, et c'est particulièrement frappant aux États-Unis, qui est une version quand même très aboutie de l'extrême droite, l'extrême droite met ça en danger, c'est-à-dire notre capacité même à avoir des désaccords. Alors, dans le livre, en fait, vous décryptez effectivement le fonctionnement de cette extrême droite. Alors, vous ciblez sur la France, mais c'est vrai que le livre a été écrit avant tout ce qui se passe aux États-Unis. J'imagine que, effectivement, aujourd'hui, vous l'écririez peut-être encore différemment, encore plus... Est-ce que vous auriez été encore plus inquiète ? Après, je pense que pour quiconque s'occupe des questions politiques depuis un petit moment, on est très nombreux et nombreuses à voir ce mouvement arriver. Ça fait un moment que ça dure, ces reculs démocratiques. Ça a commencé il y a déjà plusieurs années. Et malheureusement, l'élection de Donald Trump et les politiques qu'il est actuellement en train de mettre en place aux États-Unis, tout ça s'inscrit dans ce cadre-là. Donc si j'ai écrit ce livre, c'est aussi précisément parce que je voyais bien qu'on n'allait pas s'arrêter là avec les dernières élections législatives en France qui ont eu lieu à l'été 2024 et qui, effectivement, ont tout de même montré une percée inédite de l'extrême droite. Alors, on a cru qu'elle allait arriver au pouvoir et qu'elle allait remporter ces élections législatives. Ça n'a pas été le cas, mais il y a quand même des dommages qui sont là, et cette percée de l'extrême droite qu'on observe en France, et on l'observe dans énormément de pays, y compris en Belgique. Donc c'est aujourd'hui un enjeu mondial, et c'est un enjeu de recul des démocraties. Effectivement, aujourd'hui, je rajouterais une partie quand même sur Donald Trump et sur les liens qu'entretient Donald Trump avec les extrêmes droites européennes, parce qu'il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui concerne les Américains, qui seraient complètement détachés de nous, peuples européens, que nous n'aurions rien à voir avec ça. Non, Donald Trump est un soutien de Marine Le Pen en France, là notamment sur la question de sa condamnation par la justice française. Elle a été soutenue dans son opposition à sa condamnation et à la justice par Donald Trump. Elle-même soutient Donald Trump. Il y a des liens qui sont établis entre les extrêmes droites européennes et ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Et ce serait une grande erreur que de regarder vraiment les Américains avec une forme de snobisme ou en se disant « nous, ça ne pourra jamais nous concerner » parce qu'il y a une différence de degré entre bien sûr ce qui se passe aux États-Unis et ce que proposent les extrêmes droites européennes, mais il n'y a pas une différence de nature. Et j'appelle vraiment à regarder ce qui se passe aux États-Unis pour comprendre
qu'une fois que l'extrême droite est au pouvoir, on ne sait pas quand elle va en partir. D'ailleurs, Donald Trump parle très sérieusement de briguer un 3e mandat, alors que c'est totalement illégal aux États-Unis. Et surtout, il devient beaucoup plus compliqué de résister et de maintenir la démocratie, parce que ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est une destruction méthodique de la démocratie états-unienne. Et on voit bien que pour les oppositions, c'est extrêmement compliqué d'exister en fait dans ces conditions-là, et surtout il y a vraiment beaucoup de personnes qui se retrouvent en danger. J'espère qu'on n'en arrivera pas là en Europe, mais c'est là où pour moi c'est un enjeu tout simplement démocratique. En fait, quelles que soient vos opinions politiques, lutter contre l'extrême droite, c'est tout simplement dire que l'on veut rester en démocratie. Alors, je le disais dans le livre Résister, vous démontez un peu le fonctionnement de l'extrême droite. Vous parlez de la bataille culturelle qui est menée par l'extrême droite et qui se divise en bataille médiatique, sémantique et numérique. Alors, j'avais envie de m'appuyer un peu sur la bataille sémantique. Vous dites à un moment dans le livre, si en 2 ans le nombre de bulletins pour l'extrême droite a explosé, la victoire la plus écrasante ne se déroule pas dans les urnes, mais dans les esprits. Parce qu'on a rendu publiquement recevables des idées qui n'étaient pas, il y a 20 ans, s'attaquer par exemple comme ça à la justice ou par exemple parler de façon très décomplexée de sexisme, d'islamophobie qui deviennent des opinions. Ça c'est vraiment quoi, la pensée de l'extrême droite qui petit à petit a fouillé dans les autres sphères et dans les autres partis aussi. Oui, il y a 2 grands axes à la manière dont l'extrême droite mène ses batailles culturelles. La première, c'est d'élargir la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire la fenêtre de ce qui est acceptable. Et en ayant fait rentrer dans le champ médiatique et politique des idées encore plus radicales que celles du Rassemblement national, comme par exemple celles qui sont portées par Éric Zemmour, par certaines personnalités publiques qui ont eu voix au chapitre dans l'espace médiatique, eh bien on rend le Rassemblement national, qui est donc l'extrême droite française, caractérisée comme telle par de nombreux chercheurs, par le Conseil d'État dans une décision de mars 2024. Donc on rend ce Rassemblement national presque plus modéré. Et c'est ça la fenêtre d'Overton, c'est qu'en fait tout le champ médiatique et politique se décale vers l'extrême droite. Et c'est à ça qu'on a assisté ces dernières années, notamment avec l'irruption dans l'espace public de certaines thématiques qui ont pris une place croissante, comme l'insécurité, comme l'immigration. Ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas en parler. Simplement, ce sont des thématiques qui sont traitées avec un biais très xénophobe de la part de l'extrême droite. Et c'est cette grille de lecture-là qui s'est imposée. Et ce sont ces thématiques-là qui se sont imposées. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus de ça qu'avant. Ensuite, il y a vraiment le vocabulaire qu'ils utilisent, qui fait référence parfois à des concepts complotistes, comme par exemple le concept de grand remplacement, qui est un concept complotiste d'extrême droite. Avant, on n'aurait pas discuté d'un concept complotiste comme si c'était une opinion parmi d'autres. Aujourd'hui, ils ont réussi à le faire rentrer dans le champ médiatique au point où le Premier ministre de la France, François Bayrou, va par exemple parler de submersion migratoire, faisant d'une certaine manière aussi référence à ce concept-là, mais on va aussi avoir des responsables politiques qui vont directement être interrogés sur, par exemple, des chaînes du service public, sur ce qu'ils pensent du grand remplacement, comme si c'était une opinion parmi d'autres, un concept parmi d'autres. Mais ça c'est une victoire de l'extrême droite. Ensuite, il y a la victoire vraiment sur le vocabulaire, c'est l'irruption d'un vocabulaire comme le wokisme, comme le droit de l'homisme, comme l'islamo-gauchisme, qui sont des qualificatifs qui n'ont pas été forcément inventés par l'extrême droite, mais qui ont été vraiment popularisés par l'extrême droite et qui visent à décrédibiliser toute lutte de personnes pour les droits humains, la démocratie, et surtout c'est des concepts très flous. On sait que c'est négatif, ça a été rendu négatif, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Et ça permet de disqualifier quiconque essaie de s'opposer à eux. C'est souvent ce qu'ils vont utiliser. C'est des islamo-gauchistes, l'extrême gauche aussi. Alors on ne sait plus du tout ce que ça recoupe. Des journalistes comme par exemple Patrick Cohen, qui est un journaliste français qui travaille sur le service public, qui n'est pas non plus connu pour des positionnements qui seraient particulièrement à gauche. Lui, a été qualifié d'extrême gauche. Donc tout devient toute opposition. Aussi, on va vous présenter comme journaliste engagée, militante. Bien sûr, mais c'est une arme de décrédibilisation massive et qui est utilisée par l'extrême droite et c'est ça qui m'inquiète, va être reprise parfois par des médias de manière bien plus large. Ensuite, il y a tous les faits divers qui vont être montés en épingle, qui vont devenir, qui vont être traités avec encore une fois une grille de lecture qui va être raciste, qui va être xénophobe. Et ces faits divers-là, encore une fois, je dis pas du tout qu'il faut pas en parler. Hein. Je dis juste qu'ils vont prendre une place dans l'espace médiatique qui éclipse tout le reste. Et tout ça, c'est une stratégie de l'extrême droite. Et c'est notamment la stratégie des médias de Vincent Bolloré qui fait émerger certains sujets et qui vont
être sorti par l'un, commenté par un autre de ces médias, puis en fait un dernier responsable politique va être interrogé sur tout le reste qui a été créé par les autres, sur une dernière chaîne de ce groupe-là, et on va se retrouver avec parfois vraiment des polémiques montées de toutes pièces. Par un média, enfin en tout cas en groupe médiatique. Ça, c'est vraiment le premier axe de l'extrême droite pour mener cette bataille culturelle, c'est-à-dire imposer des thèmes et un vocabulaire. Le deuxième axe, c'est le complotisme, c'est les fausses informations et c'est les déclarations choquantes. Et ça, c'est vraiment le Trumpisme, ou je devrais plutôt dire la théorie de Steve Bannon, qui déjà en 2019, donc est ancien conseiller de Donald Trump, et qui disait la stratégie avec les médias, nous, c'est d'inonder la zone de merde, flood the zone with shit. Et c'est les termes qu'il a utilisés. Et c'est exactement ce que fait le Trumpisme, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec tellement de déclarations outrancières et de fausses informations, parce que là, il y en a quand même un paquet, hein. L'extrême droite n'est pas du tout la seule formation politique qui parfois va utiliser des fausses informations, mais par contre, elle en fait un usage particulièrement stratégique et surtout, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est ce que fait le Trumpisme. C'est que ils vont tellement bombarder de fausses informations, je pense que le Trumpisme, je ne saurais même pas par où commencer, tellement il y en a, tellement il y a des vérités parallèles qui se créent. On parle de post-vérité, tellement ils recréent la vérité. La post-vérité, c'est vraiment symptomatique de l'extrême droite, c'est que tout le monde ne va pas adhérer à cette vision du monde ultra-complotiste, parfois vraiment complètement délirante. Dans le cas du Trumpisme, c'est vraiment des propos qui n'ont parfois ni queue ni tête. Mais par contre, ça va semer le doute, ça va brouiller le débat. On va déjà en parler, donc encore une fois, on occupe le terrain, et surtout, tout va être relativisé, la vérité est relativisée. À la fin, on ne sait plus ce qui est vrai. Et c'est cette fameuse phrase d'Hannah Arendt qui déjà, en son temps, soulignait ça, ce danger-là dans les régimes autoritaires, c'est de faire en sorte que plus personne ne sache quoi croire. Et que quand on n'arrive plus à accéder à une vérité commune, on n'arrive plus à penser collectivement. Et donc, on n'est plus capable de s'organiser collectivement. Et ça, c'est vraiment une stratégie de l'extrême droite qu'on retrouve aussi en Europe et qui m'inquiète énormément. Et ça passe par des attaques extrêmement fortes des journalistes, des chercheurs, des universitaires, de toutes les personnes qui vont essayer de diffuser le savoir, qui vont avoir aussi des méthodologies, parce que c'est la méthodologie aussi universitaire et scientifique qui est très très attaquée aujourd'hui, et évidemment la méthodologie journalistique, c'est-à-dire que toute personne qui va produire un savoir qui contrecarre leur vision du monde ou qui ne rentre pas dans la vision du monde qu'ils essaient de proposer, va être qualifiée d'extrême gauche, de militants, voire nous-mêmes de fausses informations. C'est ça qui est extrêmement pernicieux. Et en fait, tout est relativisé. Et à la fin, beaucoup de gens ne savent juste plus quoi penser. Et cette façon de faire ne permet pas de faire société. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète vraiment et qui me préoccupe énormément. C'est la montée en puissance des fausses informations dans l'espace public. Et on a eu des scènes assez hallucinantes dans l'espace médiatique français récemment. Je pense, puisque je parlais de Patrick Cohen, qui est face à Éric Ciotti, qui est donc un ténor des Républicains, le parti de droite, qui s'est récemment allié à l'extrême droite française. Qui, dans le cas d'une autorisation de la SNCF ou non d'avoir des affiches de Jordan Bardella, ils sont en train de discuter, et Patrick Cohen lui sort des faits sur un article de loi dans le règlement de la SNCF. Et Éric Ciotti lui dit « c'est votre opinion ». Et c'est ça la force de l'extrême droite. Les faits deviennent des opinions. Les faits deviennent des opinions, et les opinions deviennent des faits pour l'extrême droite. Et c'est vraiment un danger qu'on a, je pense, complètement sous-estimé. Parce que là, on est déjà, ça a déjà énormément progressé. Le tout banalisé par des médias détenus par l'extrême droite et par des réseaux sociaux désormais détenus par l'extrême droite ou influencés par l'extrême droite. Et là, j'attire l'attention des Européens sur le cas de X, bien sûr, détenu par Elon Musk, qui a encore beaucoup d'influence en Europe, qui est une machine à divulguer de fausses informations, à influencer et même à faire de l'ingérence dans certaines élections. Je pense au cas des élections allemandes, des élections fédérales allemandes, là récemment, et qui est encore complètement possible en Europe. Et le cas de Meta, donc Instagram et Facebook, qui représentent plusieurs milliards d'utilisateurs, qui aujourd'hui est influencé, ou en tout cas a été obligé de modifier ses conditions d'utilisation en autorisant beaucoup plus, en supprimant la vérification des faits, en autorisant des propos haineux, des propos discriminants, depuis le changement de gouvernement aux États-Unis. Donc en fait, qu'on le veuille ou non, ici, nous subissons les politiques mise en place par Donald Trump aux États-Unis, et
nous faisons face à des velléités d'ingérence extrêmement fortes et affirmées. Et ça, ce que je vous dis n'est pas du tout un secret, c'est complètement assumé par Donald Trump et surtout par Elon Musk, qui a fait la campagne littéralement d'Alice Weidel, la leader de l'extrême droite en Allemagne. Non mais c'est vraiment, voilà, c'est une vision du monde extrêmement assumée. Donc moi, ce que j'essaie de faire avec ce livre, c'est de dire voilà l'état du danger auquel nous faisons face, voilà les stratégies qui sont utilisées et essayons de résister à ça, parce que c'est une question de survie démocratique. C'est ça. Mais alors du coup, venons-en justement à la résistance, parce que effectivement, vous nous appelez à résister, à en fait ne pas rester indifférent, ne pas rester endormi, ne pas rester dans l'inertie face à toutes ces infos et tout ce paysage qui finalement est assez sombre, il faut le dire ce qui est. Oui, je pense qu'il y a deux attitudes face à ce qui se passe, ou peut-être même trois. Il y a celles et ceux qui adhèrent vraiment réellement au projet du monde extrêmement discriminant, violent, masculiniste, qui est celui du Trumpisme. Il y a celles et ceux qui sont, qui adhèrent. Bon, ces personnes-là, je ne sais pas si je pourrais les convaincre. Et après, il y a toute une masse de personnes qui, je pense, ne réalisent pas l'ampleur du danger. Et encore une fois, on parle pas c'est pas une confrontation d'opinions sur les stratégies, là. On parle de si on veut ou non rester en démocratie. C'est de ça dont il est question. Pour ça, il faut reconnaître qu'est-ce qui menace exactement la démocratie. C'est à ça que sert le livre, surtout pour la France, en fait, qui donne vraiment des outils pour dire oui, pourquoi le Rassemblement national est bien d'extrême droite et pourquoi l'extrême droite est un danger pour la démocratie. Donc, c'est de faire sortir les personnes peut-être de la non-connaissance de ce qui est en train de se passer, des mouvements à l'œuvre et de la manière aussi dont ça va les impacter, parce qu'on n'est jamais extrait de la société dans laquelle on évolue. On ne peut jamais se croire totalement protégé de ce qui va potentiellement se passer. Et après, il y a une troisième partie que j'essaie d'atteindre aussi avec ce livre, qui sont les personnes qui ont conscience du danger que ça peut représenter, mais qui sont pétrifiées. Et ça, c'est aussi la stratégie de l'extrême droite, et notamment, encore une fois, du Trumpisme, qui est un exemple tout simplement qu'on a sous les yeux, parce que, il a beaucoup de conséquences, et deux, surtout, on en voit les mécanismes dans l'actualité en permanence, c'est de créer des phénomènes de sidération. C'est que ce qu'il dit est fait, avec des décrets, avec des mesures extrêmement concrètes, en supprimant, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, en faisant des choses qui sont totalement aberrantes. Hallucinantes, oui, c'est ça. Eh bien, il nous sidère. C'est tellement choquant qu'on a l'impression d'être pétrifié. Et je vois autour de moi des personnes qui se replient sur elles-mêmes de sidération, de peur et de sentiment d'impuissance. Et je pense que c'est là où j'essaie d'appuyer, c'est que nous sommes encore extrêmement puissants, nous les personnes qui nous battons pour rester en démocratie, pour continuer à penser que les droits humains valent le coup d'être respectés. Et en prenant autant d'espace et en étant aussi virulents, il nous donne l'impression qu'on est seuls, chacun de notre côté. Et ce que j'ai voulu rappeler dans ce livre, c'est que nous avons des moyens d'action, particulièrement ici en Europe. Nous ne sommes pas encore sous un régime trumpiste, ni en France, ni en Belgique. Nous avons encore des moyens d'action très forts, que ce soit à une échelle individuelle, que ce soit dans la cellule familiale, dans notre vie professionnelle, dans le monde associatif, dans le monde syndicaliste, politique. Il y a encore énormément de leviers d'action. Nous avons presque, j'ai envie de dire, le luxe de pouvoir encore agir sans prendre d'énormes risques. Ce qui n'est déjà plus le cas aux États-Unis. Ce livre, si j'avais dû le publier aux États-Unis, ça aurait déjà été autre chose. Parce que j'aurais appelé les gens peut-être à prendre des risques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chercheurs, nous on le voit en tant que journalistes qu'on essaie d'interviewer aux États-Unis, ont peur de parler. Ils savent qu'il peut y avoir potentiellement des représailles. C'est la même chose pour énormément de témoins qu'on essaie d'avoir. Ce n'est pas du tout la même chose en Europe. Moi, je peux encore faire cette interview, je peux encore même si on le sait. Et vous commencez par ça, il y a des menaces qui pèsent sur les journalistes, sur les avocats. On est déjà menacés, c'est déjà compliqué. Mais on n'est pas du tout au degré maximal. Nous ne sommes absolument pas en dictature, on n'est pas dans un régime autoritaire actuellement. On a effectivement des entraves démocratiques. Nous avons eu des dérives récemment que nous avons essayé de souligner dans notre travail à Blast, mais on n'y est pas encore. C'est pour ça que c'est urgent de réagir. Et on a vraiment la possibilité de se mobiliser. Et je pense que la France en est le meilleur exemple. Lors des élections législatives de juin 2024, quand j'ai eu l'idée précisément d'écrire ce livre, quand j'ai commencé à en parler à mon éditrice, je pensais à ce titre. Et je pensais à ce livre en croyant que nous serions dans un régime d'extrême droite. Parce que je croyais que c'était fini, parce qu'ils avaient remporté, en tout cas je pensais que c'était très probable qu'ils arrivent au pouvoir, parce qu'ils avaient remporté les élections européennes, parce qu'ils étaient au plafond dans tous les sondages, et que beaucoup de choses nous portaient à croire ça. Il y a eu
un détournement de l'histoire. Il y a eu une mobilisation sans précédent des citoyens. C'est venu de la société civile. Il y a plein de personnes qui se sont mises à parler à leurs proches, à partager sur les réseaux sociaux. Il y en a même qui sont allés faire du porte-à-porte. Donc pour dire, informant, il y a eu vraiment un phénomène. Les influenceurs se sont mis à partager des posts pour rappeler de manière très informative finalement le danger que ça pouvait représenter, pourquoi il fallait se mobiliser. Il y a eu quelque chose qui s'est passé du côté de la société civile, des associations, des personnes individuellement, et ça a eu des conséquences qui a été d'empêcher ça. Ça va pas être suffisant sur le long terme, mais ça montre bien qu'on n'est pas impuissant. On n'est pas du tout aussi impuissant que ce qu'on voudrait le croire. Et j'ai publié ce livre après, donc tout le monde au début s'est un peu demandé mais pourquoi je faisais ça, parce que c'était fini, les élections en France, on n'allait pas en avoir de nouvelles tout de suite. Et en fait, je l'ai fait précisément parce que je pense qu'il faut agir, discuter, débattre, partager l'information, créer des endroits où on partage l'information, consolider les acteurs démocratiques quand nous ne sommes pas dans une urgence électorale. Et quand parce que ça prend du temps. Parce que ça prend que c'est améliorer, consolider la démocratie, c'est un processus qui est très très long, et convaincre les personnes et surtout créer de bonnes habitudes en fait pour s'informer, pour trouver des médias qui sont fiables. Je précise que dans le livre, je ne recommande aucun média. C'est pas à moi de dire ce qu'il faut regarder. Par contre, j'essaie de donner des méthodes pour reconnaître l'information qui va être de l'information vérifiée, mais soi-même, encore une fois, pour essayer de développer soi-même son esprit critique. Et puis, parce que des réseaux associatifs, du tissu humain, ça prend du temps aussi à se créer. Et donc, j'ai essayé de donner toutes les pistes qui me semblaient être des pistes fiables, qui concernent beaucoup l'information, parce que je suis journaliste, donc dans les médias, c'est ce que je connais. Encore une fois, c'est mon domaine. La transmission de l'information vérifiée, c'est là où moi, je crois que j'ai un impact. Mais c'est mon domaine à moi. C'est la partie de la société que j'ai réussi le mieux, je pense, à analyser. Mais c'est un des très nombreux axes de résistance potentielle. Et les personnes qui nous regardent ont forcément un moyen d'action. Dans leur famille, dans leur vie professionnelle, dans leur entourage, dans leur territoire, dans leur quartier. Il y a, depuis la publication de ce livre, littéralement des centaines de personnes qui sont venues à des soirées comme celle-ci, dans des conférences, me donner des idées que je n'avais absolument pas eues. Parce que nous avons besoin de cette intelligence collective. Et je pense que personne aujourd'hui n'a la solution, le bon programme pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Mais par contre, ensemble, chacun et chacune, avec nos idées, notre savoir, nos connaissances, nos compétences, on peut vraiment empêcher ça. Mais pour ça, il faut qu'on comprenne que 1, c'est possible, et 2, c'est urgent. C'est urgent, c'est ça. Alors, Salomé Saké, on arrive à la fin de l'entretien, mais j'ai une toute dernière question. C'est que on l'a dit, votre premier livre, c'était Sois jeune et tais-toi. C'était un message qui était adressé, on va dire, aux aînés pour essayer de mieux comprendre la jeunesse. Un message aux jeunes aussi pour dire on vous entend, on sait que vous êtes là. Mais quel message vous auriez, vous, à adresser justement aux jeunes qui peuvent être un peu dans cette phase d'inertie, de désespérés par le monde qu'ils voient autour d'eux? Alors, je mets une petite précaution qui est de dire, si vous avez des problèmes de santé mentale, s'il vous plaît, allez vous faire aider de spécialistes, de professionnels de santé, c'est extrêmement important. Et c'est vraiment l'urgence. C'est pas de s'engager, c'est pas de lutter contre l'extrême droite si on va soi-même extrêmement mal. Donc c'est vraiment le premier point. Si on se trouve dans un état de désespoir, mais qui n'est pas un état d'urgence de santé mentale, je pense que une des meilleures manières de lutter contre ce désespoir et contre la peur qu'on peut ressentir, ça reste encore l'action pour moi. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne de mon côté. C'est qu'il y a aussi quelque chose de très joyeux, de très réconfortant à s'impliquer dans la société dans laquelle on vit, à se dire qu'on a une capacité d'action, justement à sortir de cette impuissance-là. Et à titre personnel, je trouve que ça fait beaucoup de bien à la santé mentale, justement, quand on est inquiet de cette situation. Premièrement, que d'avoir le sentiment d'agir, et deuxièmement, que de s'entourer de personnes qui, elles aussi, ont envie de protéger la société, la démocratie dans laquelle elles vivent, et qui ont envie d'améliorer les choses, et peut-être même aussi de créer de nouvelles choses. Il y a quelque chose de très beau dans le collectif et d'infiniment, qui donne beaucoup d'espoir en fait pour la suite. Et vous avez commencé par cette phrase, et j'ai envie de terminer avec cette phrase de Jean-Paul Sartre qui dit que la résistance est un refus de céder au désespoir. Et la joie comme outil de résistance, vous en parlez dans le livre, la joie, l'amour comme outil de résistance, ça peut paraître naïf, et en même temps, on l'a vu, ça ne l'est pas, et c'est un moteur d'action. Merci beaucoup, Salomé Saké.
Dans la lignée de ce que vient de nous dire Salomé Saké, je vous propose d'écouter Thomas Gillet, président du Centre d'action laïque, lequel qui est membre de la coalition 8 mai. Lui aussi lance un appel à la jeunesse. Et juste après lui, Simon Gronowski, rescapé de la Shoah, qui avait réussi à s'échapper à 11 ans du convoi qui l'emmenait vers Auschwitz, et lui aussi membre de la coalition 8 mai, va nous expliquer son combat contre l'extrême droite. Donc effectivement, le mouvement laïque est opposé aux idées d'extrême droite, les combat au quotidien, combat toutes les idées fascistes également. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je porte le triangle rouge, qui est une campagne, ce symbole du territoire des territoires de la mémoire, association constitutive du Centre d'action laïque, parce que je pense que le rappeler de manière permanente physiquement est important, mais en plus de ça, c'est un combat quotidien, c'est un combat permanent, parce qu'on sait que l'extrême droite, elle n'arrive pas d'un seul coup dans une société. C'est-à-dire que petit à petit, les idées d'extrême droite vont prendre de la place, vont être normalisées, vont être intégrées. On va considérer que finalement, elles sont acceptables ou plus ou moins acceptables. On se rend compte effectivement que en Europe, mais aussi en Belgique, ces positionnements sont petit à petit normalisés. On est quand même aujourd'hui avec un Premier ministre en Belgique dont certains membres de son parti continuent à commémorer des collaborateurs. J'ajoute aussi qu'un des enjeux majeurs, c'est que souvent, les idées d'extrême droite sont accompagnées de justifications religieuses, ou à minima d'une instrumentalisation de la religion, de discours messianiques, d'opposition, en amenant le religieux comme étant c'est ma vérité contre celle des autres, comme s'il y avait un combat. La laïcité, c'est finalement un outil qui permet la coexistence pacifique des convictions dans un espace démocratique. Donc c'est pour ça qu'il faut lutter et c'est tout le sens de mon engagement. Le message que j'ai envie de donner à la jeunesse, c'est ne vous endormez pas. Ne vous laissez pas endormir par les messages que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, par la consommation extrêmement importante de vidéos virales et la consommation de manière générale. Ne vous endormez pas. Soyez éveillés, vraiment éveillés à ce qui se passe autour de vous, aux problématiques de notre monde, aux inégalités, aux injustices. Moi, je me réjouis quand je vois les étudiants se mobiliser pour des causes parce qu'ils veulent lutter contre l'injustice. Alors parfois, effectivement, les emportements de la jeunesse, on peut être un peu... Et on est souvent plus radical quand on est jeune. Et en fait, finalement, ça fait vivre, ça fait bouger les lignes. Et finalement, la jeunesse, elle est en apprentissage aussi de cet engagement, de ce militantisme. Donc, ne vous endormez pas, mobilisez-vous, engagez-vous pour les causes que vous estimez justes. C'est vraiment absolument essentiel. Ne vous laissez pas endormir, parce que si vous vous endormez, soit vous ne vous réveillerez pas, soit le réveil sera très très dur. Et il y a deux manières de lutter contre l'extrême droite. D'abord, le devoir de mémoire, que j'accomplis ici devant vous aujourd'hui. Devoir de mémoire, parce que quand les jeunes apprennent les crimes commis par les nazis, et notamment contre ma famille, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Les jeunes ne supportent pas ça. Parce que les jeunes ont le sens inné de la justice, de la vérité et même de la bonté. Et un deuxième moyen de lutte, c'est lors des élections. Il ne faut pas voter pour un parti d'extrême droite, mais pour un parti démocratique. Et en Belgique, tous les partis sont démocratiques. Vous avez le choix, sauf un. Il est en Flandre. Il s'appelle Vlaams Belang. Mais quand je vis dans une école flamande, ça m'arrive souvent. Je dis Stem nooit voor het Vlaamse blok. Vlaams Belang, pardon. Et je dis aussi ne votez pas pour Le Pen. Ne votez pas pour AFD en Allemagne, ni pour aucun parti. Mais je ne dis pas que tous ceux qui votent pour le Belang ou pour Le Pen sont des fascistes. Certains le font par erreur. Ils se trompent, ils sont trompés. Ils sont manipulés aussi par le discours. Ils se font manipuler, intoxiquer, ou bien ils sont déçus. Ils essayent autre chose. Mais c'est une erreur de faire ça. Parce que quand on élit quelqu'un d'extrême droite, il prend le pouvoir et il est temps. Il lâche pas la proie. Et donc, tous ces gens se trompent. Mais parmi les dirigeants de ces partis, il y a des gens dangereux. Autour de Madame Le Pen, il y a des fascistes et des nazis, des néo-nazis, et des vrais antisémites qui se proclament
pour les Juifs et sont antisémites. Ils accusent des gens de bonne volonté d'être antisémites. Donc, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas... Et maintenant, ces dirigeants se présentent bien maintenant. Ils sont corrects, élégants. C'est plus les sombres brutes que j'ai vus en 1943. Parce que moi, je les ai vus de près, les nazis, les gens de la Gestapo. Maintenant, ils se dédiabolisent. Ils sont d'autant plus dangereux. C'est sur ces mots de Simon Gronowski que l'on se quitte. Si vous souhaitez réécouter l'intégralité des entretiens de Salomé Saké, de Simon Gronowski et de Thomas Gillet, je vous invite à vous rendre sur la chaîne YouTube du Centre d'Action Laïque. Et puis je vous invite aussi à vous plonger dans le livre Plaidoyer pour la paix de Simon Gronowski et Résister de Salomé Saké. Et enfin, pour connaître toutes les activités menées dans le cadre de la coalition 8 mai, c'est sur coalition8mai.be. Je vous souhaite à toutes et tous une belle soirée.